C'est un héros qui a presque 75 ans et qui n'en finit pas de se réinventer. C'est Lucky Luke. Le nouvel album va faire date et il nous emmène dans le sud des États-Unis, en Louisiane. On va découvrir une immense plantation de coton, un livre qui résonne fortement avec l'actualité. Résumé en images. Bonsoir Jules, Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de cet album, Lucky Luke, un cow-boy dans un champ de coton. C'est coécrit avec HD aux éditions d'Argo. Depuis 4 ans, vous avez pris la relève des Lucky Luke. Vous dépoussiérez le genre en abordant pour la première fois le thème de l'esclavage. Et c'est même la première fois qu'un héros noir est représenté dans l'histoire de cette BD. Vous dites c'est l'effet d'une petite bombe. Oui, en fait, c'est un défi de reprendre Lucky Luke en tant que scénariste dans les pas de l'immense Goscinny, qui était quand même ce grand génie de la bande dessinée. Et donc, il faut être fidèle à l'ADN de la série. Une comédie, tout public, pour les enfants, pour les adultes, de l'action. Mais on ne peut pas passer à côté des grands thèmes. C'est un grand héros, alors il mérite des choses qui résonnent même avec aujourd'hui. Et on est allé chercher dans l'histoire qu'est-ce qui n'avait pas encore été abordé dans ces 75 ans. Et une chose qui était complètement invisible, c'était la communauté noire. On parle des Chinois, des Italiens, des Irlandais, dans d'autres Lucky Luke, mais les Noirs étaient très absents. On ne sait pas exactement pourquoi, mais peut-être tout simplement parce que leur histoire est dramatique et tragique aux États-Unis, spécialement à l'époque de Lucky Luke. Là, on est juste après la guerre de sécession, donc les esclaves ont été libérés, mais ils sont toujours dans le même état de pauvreté. La ségrégation raciale règne en maître, et Lucky Luke va découvrir ça. Comment rester une comédie malgré tout avec ça? C'était un peu le défi, c'est ce à quoi on a essayé de s'atteler. Et vous y arriviez très bien. Alors là, la BD sort dans un contexte hyper troublé. On a les mouvements antiracistes un peu partout d'ailleurs dans le monde, l'élection présidentielle américaine électrique. Il y a également en France l'assassinat du professeur Samuel Paty. Il y a des résonances fortes. Est-ce que particulièrement là, vous avez eu des échos justement de cette sortie du Oui, bouquin? c'est très bizarre parce que ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. On voulait l'amener en Louisiane, voir tous ces beaux paysages aussi, ce romantisme d'autant en emporte le vent. Et puis, on s'est attaqué au sujet, on s'est rendu compte à quel point c'était délicat, explosif. Et c'est vrai, même dans notre société française, bien sûr, il y a Black Lives Matter. C'est un peu une coïncidence, c'est étrange que l'album sorte à ce moment-là. Mais il y a eu tous ces débats autour de la façon de rebaptiser les dix petits nègres, la déprogrammation d'autant en emporte le vent, et la mémoire de l'esclavage, avec la question ou pas des déboulonnages de statuts. Et on voit que c'est quelque chose qui fracture énormément notre société, qui divise. Et en même temps, on a tous besoin de quelque chose, d'une espèce d'histoire commune, de langue commune autour de tout ça. C'est l'ambition de cette BD. Lucky Luke, il a ce pouvoir-là de pouvoir réaliser ce petit prodige. Parce que Lucky Luke, c'est lu par les enfants, par les parents, par toutes les classes sociales et par tous les milieux. Et en fait, de faire un album juste qui plonge vraiment le regard dans cette histoire de l'esclavage qu'on a du mal à affronter nous-mêmes, qui mettent en avant des personnages noirs, parce que la bande dessinée franco-belge, vous le disiez, n'a pas vraiment, dans ces grandes séries patrimoniales, de sujets tels. Depuis Tintin au Congo, on n'a pas eu de personnages noirs. Et on voit bien que cet Tintin album au Congo n'était pas particulièrement est hautement problématique aujourd'hui. On peut le contextualiser, mais voilà. Donc on avait besoin de ça. On voit que c'est un album très attendu. Et c'est ça. Les réactions aujourd'hui des premiers lecteurs, des gens qui ont réfléchi sur la question, elles sont assez émouvantes. Parce que, OK, c'est un vrai Lucky Luke, un peu à l'ancienne comme on aime, mais ça touche quelque chose de très épidermique. Vous parlez là justement du premier personnage héros noir. Alors, on va le voir, c'est le shérif Bass Reeves. Il a le mérite d'avoir existé en vrai. C'est ça qu'il faut raconter à nos téléspectateurs. Alors, ça fonctionne bien, ça, parce que Billy the Kid, Calamity Jane, Jesse James, c'était déjà des personnages de la vraie histoire des légendes du Far West que Lucky Luke avait intégré dans ses aventures. On a fait la même chose. Et on a trouvé, en recherchant, ce vrai personnage mythique, qui était très célèbre. On le voit, voilà, à l'écran, un as de la gâchette. Voilà, et puis il a arrêté 3000 gangsters dans sa carrière. Donc c'est vraiment, voilà, on comprend que ça puisse être un peu l'initiateur de Lucky Luke, ce qu'on raconte dans cette histoire. Et c'est lui qui va lui servir de guide pour découvrir ce monde noir, ce monde de l'esclavage. Et voilà, c'est très juste finalement de s'enraciner dans des faits historiques pour pouvoir mieux extrapoler. Et est-ce que ça permet aussi peut-être à des jeunes générations de s'identifier plus facilement? Oui. Est-ce que vous avez des échos là-dessus de vos lecteurs? Voilà, en fait, il y a des gens dans la sphère culturelle, on parle beaucoup des médias ou de la politique, mais la représentation des Noirs, leur
invisibilisation pendant tellement longtemps dans la culture populaire, qui était à peu près réflexe. C'est quelque chose qui n'était pas forcément intentionnel, mais qui était un état de fait. Et aujourd'hui, y a plein de gens qui disent, mais voilà, on se reconnaît enfin quelque chose de positif, qui ne soit pas dans une espèce de truc dans le ressentiment ou quoi, mais voilà, des héros auxquels on peut s'identifier. Je discutais avec Jean-Pascal Zadi, vous voyez, le réalisateur de Tout simplement Noir, qui disait que lui n'avait pas voulu, dans son enfance, après avoir lu Tintin au concours, rouvrir une BD, et que c'était le premier album qu'il relisait après tout ça. En fin de compte, cette chose-là, c'est un peu déjà un pari gagné à cet égard. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour éviter les pièges? Parce que j'imagine que cette question, vous l'êtes posée avant de vous lancer dans l'écriture. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour écrire sur un sujet aussi brûlant? Vous dites d'ailleurs, vous, incandescent, un sujet incandescent. C'est ça, en fin de compte, voilà, c'est la base, cette histoire de l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Il fallait qu'on reste une comédie, il fallait qu'on ait aussi cette légèreté-là. C'est ça qui était très difficile, de nier les deux. Sans gommer l'histoire, sans édulcorer. En fait, le truc qui m'a aidé, c'est je me suis dit, mais bien sûr, les Dalton. Parce que Lucky Luke, tout d'un coup, hérite de cette plantation, on en a parlé, et il est dans le pétrin dès le départ. D'habitude, Lucky Luke, il arrive quelque part, il y a un problème, il règle le problème, et il part vers le soleil couchant en chantant sa chanson. Sur le dos de Jolly Jumper. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il est dans le pétrin au départ, et c'est d'autres gens qui vont l'aider. Bass Reeves, ce marshal noir, mais aussi contre toute attente, ses ennemis éternels, les Dalton, parce qu'ils vont pour récupérer le magot de Lucky Luke, et en fait, ils vont se heurter au Ku Klux Klan, ils comprennent rien, ils croient que le Ku Klux Klan, c'est une tribu indienne. Oui, ils sont un peu à côté de la plaque pendant tout le livre, et c'est ça d'ailleurs qui est drôlatique. C'est ça qui est trop rigolo. Ils rencontrent les Cajuns, vous savez, ce sont les francophones qui habitent dans le bayou de Louisiane. Alors là, c'était merveilleux aussi de mettre en scène cette communauté-là de blancs, mais qui parle cette espèce de créole issu du XVIIIe siècle. C'était trop rigolo à mettre en scène. Et bon, les Dalton, ils comprennent rien, ils sont sûrs que c'est des Mexicains pendant tout le long de l'album. Et voilà, ils ressemblent un petit peu à nous-mêmes qui ne connaissons pas grand-chose de tous ces sujets. Et on le découvre au fur et à mesure que l'aventure se déroule. Et ça permet de parler de sujets graves, sérieux, mais avec une certaine légèreté aussi, ce qui est l'objectif de cette BD. Voilà, c'est à la fois d'être très sourcé historiquement. Vous êtes documenté énormément. Les universitaires qui travaillent sur les questions ont lu avec un œil scrutateur, évidemment, parce que justement, c'était explosif, la bande dessinée. Chaque petit détail historiographique a été observé. Je pense qu'on est dans les clous de ce point de vue-là, mais on a un peu la folie qu'on aime dans cette grande bande dessinée populaire. Alors, Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été assassiné parce qu'il a montré des caricatures à ses élèves, des caricatures de Mahomet. Est-ce que la BD, pour vous, c'est un bon moyen de sensibiliser justement les jeunes aujourd'hui aux problèmes du racisme? Est-ce que vous espérez que les profs vont s'emparer de cette BD, peut-être aussi en classe? On a vu à quel point l'enseignement de la liberté d'expression et la façon d'aiguiser le sens critique était quelque chose d'extrêmement difficile pour les profs, qui pour moi sont des saints, font le travail le plus louable, le plus incroyable qui soit. Et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés d'affronter des classes aujourd'hui, ces générations qui n'ont pas ces réflexes-là. Et évidemment, le dessin, la bande dessinée, permet d'aborder toutes sortes de choses. On l'a vu avec les histoires religieuses, mais ces questions de racisme, cette mémoire de l'esclavage qui est au programme des écoles, les collèges doivent enseigner ça aux classes. Ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas de matériaux. Là, c'est quelque chose qui peut réunir tout le monde, qui peut justement à la fois susciter l'attention, pas être trop prêchi-prêcha non plus, la discussion, et bien sûr, il y a une vertu. Moi, je suis professeur d'histoire géo, en fait, à l'origine. Donc, je comprends très bien cette difficulté-là de transmission. J'étais pas assez fort, probablement, pour continuer sur ce chemin, et je suis passé du côté de la BD, mais moi, ce qui m'importe, dans cette grande tradition de notre bande dessinée européenne, c'est de divertir en instruisant ou d'instruire en divertissant. C'est-à-dire le rire et le savoir qui cohabitent ensemble. La bande dessinée, ça permet de transmettre ça. Et probablement, dans un moment où justement il y a tellement de fractures et tellement de difficultés pour juste se parler entre nous et réussir à construire quelque chose de positif et garder cet esprit français qui nous réunit, la bande dessinée, c'est l'outil, et probablement Lucky Luke, peut-être, j'irais idéal. En tout cas, ça servait à quelque chose pour moi de faire cet album, en dehors juste de bien m'amuser. Un cow-boy dans le coton, voilà, il faut le lire. Merci Jules. Merci. L'album est sorti, vous pouvez l'acheter dès à présent tout de suite. C'est dans l'air. Bonne émission à vous.